Merci Olivier, merci donc au séminaire qui m'invite. C'est toujours un plaisir de venir parler au Collège de France. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet sur lequel j'ai commencé à travailler il y a bien longtemps avec Claude Bardos ici présent et Norbert Mauser qui est à l'Université de Vienne. Et il s'agit, le point qui a motivé ce que je vais vous raconter aujourd'hui, il s'agit d'expliquer comment on dérive, comment on obtient les équations de champ moyen en dynamique quantique. Alors, je vais parler du point de ces premiers transparents, ça va être surtout des notations. Donc, je vais regarder l'équation de Schrödinger à n corps, où la quantité inconnue, la fonction inconnue, c'est une fonction d'onde à n particules, psi n, qui est donc une fonction à valeur complexe du temps et de x1, x2, xn, où x1, x2, xn sont les positions des particules x1, x2, les positions des particules numéro 1, 2 et n dans l'espace. D'accord ? Voilà, et l'équation de Schrödinger, elle s'écrit comme ça, IH bar d sur dt de psi n égale le Hamiltonien appliqué à psi n, et le Hamiltonien, c'est l'opérateur que vous obtenez en prenant la somme pour j allant de 1 jusqu'à n, des énergies cinétiques de toutes les particules, chaque particule, les énergies cinétiques sont identiques, les particules sont identiques, son énergie cinétique c'est moins h bar carré sur 2m fois le Laplacien par rapport à la variable xj, et pas xn, plus une constante de couplage que je vais mettre tout de suite à l'échelle du champ moyen 1 sur n, fois la somme des interactions entre la particule à la position J et la particule à la position K, interaction qui est définie par un potentiel V qui est une fonction à valeur réelle. D'accord, donc ça c'est une équation qui est posée dans l'espace à n particules, donc il y a beaucoup de variables, il y a n variables, et puis chaque variable en fait c'est un élément de R3. Donc on souhaite faire un modèle en dimension réduite, et pour ça il y a la technique de champ moyen qui consiste à moyenner ce potentiel qui est ici, et donc à remplacer cette équation de Schrödinger à n corps par une équation qui se promène dans l'espace à un seul corps, à une seule particule. Donc vous avez une fonction d'onde psi de t et de x qui ne dépend plus que d'une seule variable de position, une fonction à valeur complexe, et qui satisfait une équation qui ressemble beaucoup à l'équation de Schrödinger, IH bar d sur dt de psi égale h indice ρ de psi. Mais h indice ρ, vous voyez, vous commencez avec l'énergie cinétique de la particule typique parmi vos n que vous considérez, et à quoi vous ajoutez le potentiel de champ moyen. Alors qu'est-ce que c'est ce potentiel de champ moyen ? C'est le potentiel que vous obtenez en prenant le produit de convolution de V avec la densité de probabilité de présence de la particule typique au point x, qui est donc le module de psi carré. Alors ça, le module de psi carré, c'est une fonction de t et de x, et vous prenez le produit de convolution uniquement par rapport à la variable x. Et maintenant, quel est le sens qu'il faut donner au fait que la solution de cette équation, qui est une fonction d'une seule variable, approche, d'un certain sens, la solution de ce problème à n corps? Bien sûr, déjà, il faut qu'il y ait le même nombre de variables pour pouvoir parler de quelque chose de raisonnable. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on pratique l'opération suivante. On prend la matrice densité à n corps, qui consiste à prendre psi n bar en deux points différents. Les n-1 dernières coordonnées, je les fais coïncider, d'accord? Donc, je dis que je regarde ce qui se passe en un point x et en un point y qui sont quelconques, et puis ensuite les n-1 dernières coordonnées, je prends z2, z2, zn, et pareil ici, je prends la conjugaison ici, j'intègre sur z2, z3, zn, et j'obtiens comme ça quelque chose dont j'espère que lorsque n tend vers l'infini, ça va converger vers psi de tx, psi bar de ty, qui est la matrice densité correspondant à l'équation de Hartree. Alors la question, bien sûr, c'est quel est le taux de convergence pour cette limite? Et surtout, est-ce que ce taux de convergence, c'est surtout ça que je voudrais étudier aujourd'hui, est-ce que ce taux de convergence est uniforme en h bar? Et pour ça, je rappelle quand même que les paramètres h bar qui apparaissent ici et là dans l'équation, en unité internationale, h bar c'est une action, c'est de l'ordre de 10,34 joules seconde. Et pour un électron, h bar sur m, c'est de l'ordre de 10-4 mètres carrés par seconde. Donc, c'est des nombres qui sont petits. D'accord ?
Donc on a dedans, si vous voulez, on a une évolution qui est pilotée par des paramètres qui rendent cette évolution raide. Bien, alors maintenant, quand même, on n'est pas tout à fait désarmé dans cette affaire-là, parce qu'il y a quelque chose qu'on connaît, c'est la situation en mécanique classique. D'accord ? Et peut-être je vais commencer par rappeler un petit peu ce qui se passe en mécanique classique. Donc, le premier point, bien sûr, c'est qu'il faut avoir un petit diagramme en tête pour expliquer ce qui se passe. Vous avez ici la limite que je viens de vous montrer, qui est la limite de Schrödinger vers Hartree, qui correspond à passer à la limite lorsque le nombre de particules tend vers l'infini. Et puis, il y a une autre limite qui est bien connue, qui vous explique comment vous passez de la mécanique quantique à la mécanique classique, hein, qui consiste à dire qu'en un certain sens, h bar, qui est censé être la constante de Planck, tend vers 0. Alors, je sais que c'est très répréhensible de dire ça, mais en réalité, puisque h bar est une constante, elle ne tend pas vers 0. Mais en fait, ce qu'il faut penser, c'est que vous regardez des particules dont l'action typique est grande par rapport à h bar. Hein, h bar, c'est la dimension d'une action. Bien, donc dans cette limite semi-classique où les mathématiciens font froidement tendre h bar vers 0, l'équation de Schrödinger à n corps, elle converge à l'équation de Liouville à n corps, de la mécanique classique. L'équation de Hartree, elle converge lorsque h bar tend vers 0 vers l'équation de Vlasov, c'est-à-dire c'est l'équation de Liouville mais avec un potentiel autoconsistant. Et en fait, la limite qui est ici, elle est très très bien comprise, parce qu'elle est comprise même avec des potentiels coulombiens. Il y a un papier de Pierre-Louis et Thierry Paul qui date déjà d'un quart de siècle, je dirais, sur la question. Et puis, bon, ça, ici, c'est des problèmes linéaires, donc la limite est relativement bien comprise, mais évidemment, ici, la limite, si vous voulez dire que cette limite est uniforme en grand N, alors là, il faut faire un petit peu attention. Hein. Bien, mais quand même, on a cette intuition que lorsque h bar tend vers 0, hein, si on veut avoir un taux de convergence qui soit uniforme à h bar, ben, on a l'intuition de ce qui se passe dans la limite à h bar tend vers 0. Bien, alors là, le problème de champ moyen en mécanique classique, ça c'est quelque chose qui a été étudié depuis plus de 30 ans, presque 40 ans maintenant. Donc là, les inconnus, c'est les positions et les moments de vos n particules que je vais noter Q1 de t, P1 de t, etc., Qn de t, Pn de t. Q c'est les positions et P c'est les moments. Pour les particules numérotées de 1 à n. Et puis j'écris les équations de Newton. D'accord, j'écris que la dérivée de Qj par rapport à t, c'est 1 sur m Pj de t. Et puis d'autre part, j'écris que Pj point de t, c'est le gradient du potentiel, c'est moins le gradient du potentiel exprimé en Qj. Alors vous voyez ici, vous avez l'interaction de toutes les particules allant de k jusqu'à n, sauf la particule elle-même. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que je somme pour k allant de 1 jusqu'à n, k différent de j. Alors ça, c'est ce qui se passe pour le problème à n corps. Et puis l'analogue, si vous voulez, de l'équation de champ moyen en mécanique classique, c'est l'équation de Vlasov, comme je vous disais, qui est une équation où l'inconnu, c'est la fonction de distribution f de t x xi, qui est, si vous voulez, la densité du nombre de particules qui, à l'instant t, se trouve au point x et ont l'impulsion xi. Et cette équation de Vlasov, elle s'écrit df sur dt plus 1 sur m xi gradient xf moins le gradient de v indice f de tx, scalaire gradient xi f égale à 0. Alors vous reconnaissez dans ces dérivées spatiales et en impulsion le crochet de Poisson de la mécanique classique entre le hamiltonien classique h indice f, d'accord, qui est donné par la somme de l'énergie cinétique de la particule typique et de l'énergie potentielle de champ moyen, V indice f de t et de x. Et V indice f de t et de x, il se calcule par la même règle, si vous voulez, que dans Schrödinger. Ce que vous faites, c'est que vous prenez le produit de convolution par rapport à la variable x avec la densité macroscopique que vous obtenez en intégrant f par rapport à la variable d'impulsion. D'accord ? Donc c'est ça le potentiel champ moyen dans Vlasov. Et puis maintenant, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que cette histoire de limite de champ moyen ? L'idée, c'est que quand n tend vers l'infini, une façon de formuler cette limite, c'est de dire que dans n tend vers l'infini, si vous regardez la mesure empirique construite sur le n-uplet de particules à l'instant initial dans l'espace des phases, donc vous regardez 1 sur n
la somme de j égale 1 jusqu'à grand n, hein, pas petit n, de delta au point QJ de 0, PJ de 0. Si vous supposez que ça converge faiblement, par exemple, dans la topologie faible des probabilités, vers la condition initiale de Vlasov, eh bien, vous espérez que pour tout temps, la mesure empirique propagée, c'est-à-dire tenant compte des coordonnées dans l'espace des phases à l'instant t, converge faiblement vers la solution de Vlasov à l'instant t. D'accord ? Bien, alors ça, si vous voulez, cette idéologie de dire que finalement on se rapproche de mesures empiriques, si vous voulez, c'est un petit peu ce à quoi on pense si on fait des méthodes numériques de Monte-Carlo ou des méthodes particulières, hein, parce qu'on approche des densités continues par des nuages de points qui se promènent avec la mécanique classique, les trajectoires de la mécanique classique. Alors il y a derrière tout ça quand même une remarque importante qui est due à Klimantovitch. Alors je crois que je dois la référence à Klimantovitch à Uriel Frisch. D'ailleurs, je ne connaissais pas très bien ce travail-là, mais enfin, il y a cette remarque qui, peut-être pour le mathématicien, apparaît comme une chose un petit peu évidente, mais qui est au fond quelque chose de vraiment profond. C'est profond parce que si vous cherchez à généraliser ça, vous allez voir que en fait, ce n'est pas si évident que ça, hein, de le faire. Donc, supposez que... Alors, j'énonce ça comme un théorème. Hein, Klimantovitch, il ne présentait pas ça comme un théorème, mais enfin, bon, l'idée y est. Hein. Donc, vous supposez que V, maintenant, c'est une fonction qui est de classe C1,1, donc c'est de classe C1 avec gradient Lipschitz, et vous supposez que cette fonction est paire. D'accord ? Bon, paire, c'est simplement pour avoir le principe de l'action et la réaction, qui est l'une des lois de Newton, je ne sais plus laquelle. Alors... si vous regardez une mesure empirique qui est construite sur un n-uplet de particules qui dépendent du temps, eh bien, c'est la même chose de dire que votre mesure empirique, vue comme mesure en les variables qui sont l'argument des masses de Dirac. Les masses de Dirac, c'est des mesures, si vous voulez, dans l'espace de dimension 6, si vous voulez. Hein. D'accord ? Donc c'est la même chose que de dire que cette mesure empirique, vue comme mesure en x xi, est une solution faible de l'équation de Vlasov qui est ici, et de dire que les points QJ, PJ de t sur laquelle est construite votre mesure empirique sont des solutions des équations de Newton. D'accord ? C'est exactement la même chose. Et la preuve, en fait, s'obtient assez facilement en remarquant que, bon, comme V est pair et de classe C1, le gradient V en 0, ça fait 0. D'accord ? Et si je reviens à l'expression qui est ici, vous voyez que comme le gradient V de 0, ça fait 0, je peux tout à fait me dispenser d'évacuer l'indice K égale J pour des potentiels qui sont réguliers. Le potentiel singulier, c'est une autre histoire, mais pour des potentiels réguliers, je peux tout à fait évacuer l'auto-interaction, si vous voulez, l'accélération créée par la particule sur elle-même, parce que ça fait 0. Bon, donc j'évacue ça, et donc j'observe maintenant... Enfin, ce n'est pas moi qui l'observe, hein, c'est Klimantovitch qui observe que cette expression-là, ça n'est rien d'autre que... alors, quand vous prenez le gradient, hein, mais le gradient, ça commute avec les convolutions. Donc, l'expression que vous avez dans le membre de droite de Newton, d'accord, c'est cette expression-là. Donc, vous prenez le gradient par rapport à QJ, et cette expression, ça n'est rien d'autre que le produit de convolution de V en espace avec la mesure empirique elle-même et produit de convolution que vous exprimez au point QJ de t. Donc maintenant, vous vous dites que l'équation, la seconde loi de Newton, l'équation de Newton, l'équation de mouvement pour la particule numéro J, vous pouvez la voir comme en fait le système différentiel pour les courbes caractéristiques de l'équation de Vlasov. Hein, parce que les courbes caractéristiques de l'équation de Vlasov, vous voyez que xi point, c'est moins gradient x de Vf, calculé à l'instant t au point x. C'est bien ce que je fais là, en localisant x au point qj, qui est la particule qui m'intéresse, et bien sûr en localisant xi au point pj. D'accord ? Donc en fait, si vous voulez, c'est un théorème qui est presque tautologique, au sens où les équations de Newton, vous pouvez les voir
comme naturellement, vous pouvez les voir comme les équations des caractéristiques pour l'équation de transport qui est ici. D'accord ? Bien, donc une fois que vous avez remarqué ça, il n'y a plus qu'à dire que les solutions de l'équation de transport sont constantes le long des caractéristiques et vous obtenez le résultat de Klimantovitch. Bien, alors vous voyez que maintenant, on peut se dire que finalement, si on veut expliquer comment fonctionne la limite de champ moyen dans le monde quantique, et si vous voulez dire quelque part que cette limite va se comporter de manière uniforme quand h bar est petit, il faut que votre processus de limite, d'une manière ou d'une autre, soit adapté à capturer ce genre de convergence. D'accord ? Donc évidemment, finalement, ce qui se passe dans le cas de la limite de champ moyen pour la mécanique classique, ce que vous dites, c'est qu'au fond, cette limite de champ moyen, vous pouvez la réduire à un énoncé mathématique qui est assez simple, qui est de dire que les solutions de l'équation de Vlasov dépendent continuellement, pour la topologie faible des mesures de proba, de leurs conditions initiales. D'accord ? C'est ça que ça veut dire, puisqu'au fond, vos solutions particulières, vos solutions approchées, entre guillemets, sont des solutions exactes de l'équation de Vlasov. Donc en fait, la seule approximation, elle se passe initialement. Bien, alors maintenant, vous pouvez vous demander, est-ce qu'une telle propriété est vraie en mécanique quantique ? Et alors là, c'est évidemment moins clair, parce qu'en mécanique quantique, en mécanique quantique, ce qui joue le rôle analogue à ces équations de Newton, c'est elle-même, c'est une équation idéale partielle, c'est l'équation de Schrödinger, c'est l'équation de Heisenberg. Et donc, cette idée que vous parlez de mesure empirique, déjà même la notion de mesure empirique n'a pas forcément un sens très clair. Et donc, moi, c'est une question qui m'a été posée il y a assez longtemps, je crois, par plusieurs personnes, dont Mario Pulvirenti, peut-être aussi par Herbert Spohn, savoir qu'est-ce que pourrait être une notion de ce genre en mécanique quantique, ou peut-être qu'ils se sont bornés à me dire qu'une notion de ce genre n'existait pas et qu'en mécanique quantique, pour faire la limite de champ moyen, il fallait vraiment faire autrement. Bien, ok, très bien. Alors, il y a quand même une propriété remarquable. Il y a quand même une propriété remarquable de la mesure empirique qui vaut la peine d'explorer, qui est le lien entre les densités de probabilité à n corps, les fonctions de distribution à n corps, et leur marginale. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Maintenant, je vais noter Zj, la coordonnée dans l'espace des phases de la particule numéro J, donc c'est en fait Qj, Pj. Et maintenant, je noterai grand Zn, le n-uplet de coordonnées dans l'espace des phases, Z1, Z2, Zn. Voilà, donc maintenant, vous avez le flot du système des équations de Newton dans R2dn, alors en général d égale 3 en physique. Et donc, c'est l'application qui a aux coordonnées de vos n points dans l'espace des phases initialement, associe les positions et les vitesses, ou les positions et les impulsions, à l'instant t en résolvant l'équation de Newton. Vous voyez, donc c'est une application qui a un n-uplet de coordonnées dans l'espace des phases, associe les coordonnées propagées à l'instant t. Alors maintenant, comme on a des particules qui sont identiques, on va supposer que la fonction de distribution, elle est invariante par permutation des coordonnées. C'est-à-dire qu'en fait, vos particules, elles n'ont pas de nom. Je les numérote de 1 à 2 à n, mais statistiquement, c'est les mêmes. Bien, et puis si je suppose que ma fonction de distribution f initiale n est symétrique initialement, lorsque je la propage par le flot des équations de Newton, c'est une vérification très simple que de voir qu'en fait, à l'instant t, ce que vous obtenez, c'est aussi une fonction de distribution qui est symétrique, et ça vaut pour tous les instants où votre flot est défini. Et donc vous pouvez parler de première marginale de Fn à l'instant t. Alors maintenant, vous voyez, vous avez une densité de probabilité à n corps qui dépend de n variables. Ce que vous voulez faire, c'est la projeter sur l'espace des densités de probabilité à une seule variable. Alors pour ça, ce que vous faites,
vous choisissez n-1 variables parmi les n dans Zn, vous intégrez sur ces n-1 variables, et comme votre fonction est symétrique, vous pouvez prendre les n-1 dernières, donc vous prenez l'intégrale de fn de t grand Zn, et vous intégrez par rapport à dz2, etc., dzn. Et ça vous fait quelque chose que vous notez fn1 de t et de z1. Bien, alors il y a une propriété caractéristique pas très compliquée des mesures empiriques relative au marginal, qui est la chose suivante. Alors je vais noter maintenant mu indice Zn, la mesure empirique qui est construite sur le n uplet Zn, c'est-à-dire que c'est 1 sur n, la somme pour j allant de 1 jusqu'à n des Dirac au point Zj. Et puis il y a le petit lemme qui est presque évident, hein, qui dit que si vous prenez mu, qui est la mesure empirique au point t indice t Zn, c'est-à-dire le propagé de votre n uplet Zn à l'instant petit t, et vous moyennez ces mesures par rapport à une distribution symétrique initiale de particules, ce que vous obtenez comme ça, vous voyez, c'est une superposition de mesures de probabilité, hein, et puis c'est une moyenne de mesures de probabilité, donc à la fin des fins, vous obtenez une mesure de probabilité dans l'espace à un corps, hein, puisque vos mesures ici, c'est des mesures sur R6, hein, et donc la mesure de probabilité que vous obtenez comme ça, c'est la première marginale de Fn à l'instant t. Bien, et puis après, la preuve, elle est simple. Hein. Ce que vous dites, c'est que pour vérifier ça, vous appliquez les deux membres de l'équation à une fonction test. Donc, vous voyez, vous appliquez mu de la mesure empirique en ttyn à une fonction test phi, fonction test continue bornée. Vous intégrez le tout par rapport à fn de yn. Là-dedans, vous faites le changement de variable où ttyn égale z. Donc ça vous donne l'expression qui est ici en notant que T indice T, ça préserve le volume dans l'espace des phases. Propriété, c'est le théorème de Liouville hein, pour les systèmes hamiltoniens. Et puis ça, maintenant, vous exprimez ce que ça vaut. Ça, c'est la somme, c'est 1 sur n, la somme de k égale 1 jusqu'à n des phi au point zk, intégré contre fn de tzn. Ah oui, mais fn de tzn, c'est symétrique parce que c'est le propagé de quelqu'un qui est symétrique. Donc, en fait, quand j'intègre contre ça phi d'une seule variable, phi de zk, c'est pareil que si j'intégrais phi de z1. Donc, tous ces termes-là, en fait, sont tous égaux à l'intégrale de phi de z1 fn de t zn dzn, et puis j'intègre par rapport à toutes les dernières variables, et vous voyez que, au n-1 dernière variable, vous voyez que ce qui reste, c'est rien d'autre que l'intégrale de phi de z1 contre fn1 contre la première marginale. Bien, alors, c'est cette propriété-là qu'on va essayer de copier en mécanique quantique, parce que ça a un analogue en mécanique quantique, et qu'on va essayer d'utiliser pour définir la notion de mesure empirique quantique. Alors pour ça, bon, je vais rappeler brièvement ce que c'est que les opérateurs densité. Donc si je prends dorénavant l'espace L2 de Rd, je vais le noter H gothique, et j'ai l'espace de Hilbert à n particules, qui est la puissance sensorielle de H, mais ça, c'est rien d'autre que les fonctions à n variables qui sont dans L2, hein, donc c'est L2 de R dn. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un opérateur densité? Sur un opérateur densité à n corps, c'est un opérateur borné sur Hn, dont je suppose qu'il est auto-adjoint, son spectre est positif ou nul, et puis je demande que la trace vaille 1. D'accord, c'est un opérateur à trace. Donc ça, c'est l'analogue, si vous voulez, quantique d'une densité de probabilité. D'une mesure de probabilité, peut-être. Bien, alors comme exemple, hein, à partir d'une fonction d'onde ψn, qui est donc une fonction à variable complexe de x1, x2, xn, vous fabriquez l'opérateur qui est tout bêtement la projection orthogonale dans L2 sur la droite engendrée par ψn. D'accord ? Et si ψn, vous l'avez normalisé de façon qu'elle soit de norme L2 égale à 1, c'est l'opérateur dont le noyau intégral, c'est ψn de x1, x2, xn fois ψn bar de y1, y2, yn. Et puis maintenant, la solution du problème de l'équation de Schrödinger à n corps, hein, c'est ψn de t égale le groupe de Schrödinger, exponentielle de it hn sur h bar, appliqué à ψn initial, où hn, j'ai rappelé sa valeur ici, c'est un opérateur qui est une extension adjointe, auto-adjointe sur l'espace de Hilbert à n corps.
Et puis, bah, vous voyez sur cet exemple-là que si je propage ψn par le groupe de Schrödinger, les densités, les matrices densités, elles, je les propage en faisant agir sur eux, en les conjuguant par le groupe de Schrödinger. D'accord? Donc je mets l'évolution avant et après en mettant l'adjoint ici, hein, c'est vraiment une conjugaison. Bien. OK. Et puis, je peux tout à fait parler d'opérateurs densité qui sont symétriques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Ça veut dire que si je prends une fonction d'onde à n particules, dire qu'elle est symétrique, c'est dire qu'elle est invariante si je permute l'ordre des variables. Et donc, dire qu'une matrice densité est symétrique, c'est dire qu'elle commute à toutes les opérations U indice sigma qui consistent à changer le label des particules. Hein, d'accord? Donc, vous avez cette équation, cette identité qui vous dit que U sigma R, U sigma étoile est égal à R, et ça vaut pour toute permutation des indices. Un petit exemple auquel il faut faire un petit peu attention, vous voyez que, en fait, comme R, il est défini de manière quadratique par rapport à la fonction d'onde lorsque vous êtes dans le cas d'un état pur, eh bien, vous pouvez fabriquer une matrice densité qui est symétrique, sans forcément que les ψn elles-mêmes soient invariantes par sigma. D'accord? Si ψn est antisymétrique, par exemple, si U sigma de ψn c'est moins 1 puissance signature de sigma fois ψn, eh bien, quand même, la matrice densité construite, enfin, la projection sur ψn, ça sera une densité symétrique. Ce que je veux dire par là, hein, c'est que la symétrie de la matrice densité, c'est le fait que vos particules sont indistinguables. La symétrie des fonctions d'onde, ça veut dire, c'est de la statistique quantique, ça voudrait dire que vous regardez des bosons, et l'antisymétrique, vous regardez des fermions. D'accord? Dans les deux cas, ça me donne quand même des matrices symétriques, des matrices densité qui sont symétriques. D'accord? Et comme avant, bah, vous pouvez définir la première marginale d'un opérateur densité sur Hn, qui est un opérateur qui, puisqu'il est à trace, un noyau intégral. Et le noyau intégral, bah, c'est comme ce que vous avez expliqué dans le premier slide. Ce que vous faites, c'est vous prenez les n-1 derrière variables du noyau intégral de l'opérateur, vous les faites coïncider et vous intégrez sur ces n-1 dernières variables. Et donc, vous obtenez comme ça un noyau intégral qui vous définit un opérateur passant de y1 à x1. D'accord? Et bon, comme ça, vous avez bien sûr un opérateur qui est une nouvelle densité parce que c'est auto-adjoint et puis que ça fait ces deux traces. Bien, alors tout ça, c'est des notations. Et donc maintenant, on peut définir l'objet dont on a besoin. Hein, donc, comme le groupe de Schrödinger, comme la dynamique classique, il préserve la symétrie des densités. Hein, si initialement vous partez d'une densité n corps qui est symétrique, à l'instant t, vous aurez une densité n corps qui est symétrique. Eh bien, ce qu'on a vu de la mécanique quantique, sur la mécanique classique, la propriété caractéristique de la mesure empirique en mécanique classique, ça suggère que si vous voulez définir un analogue quantique de la mesure empirique, peut-être qu'une bonne idée, c'est de procéder de la manière suivante. Vous regardez l'application linéaire qui a un opérateur à trace, qui a une densité, hein, un opérateur à trace sur Hn auto-adjoint positif, symétrique, associe l'opérateur à trace dans l'espace à un corps, qui est simplement la première marginale de Rn initial que je fais évoluer par la dynamique à n corps. Donc je prends Rn initial, je le fais évoluer par la dynamique à n corps et je prends la première marginale. Donc ça, ça me définit une application linéaire que je vais noter Mn de t qui va aller des opérateurs à trace symétriques sur Hn dans les opérateurs à trace sur H. Alors en fait, dans tout ce que je vais vous raconter, il va être plus commode de travailler avec l'opérateur adjoint, c'est-à-dire de regarder l'application linéaire qui a un opérateur borné sur H, donc qui est dans le dual de cet espace-là, associe l'opérateur adjoint qui est là, donc le Mn étoile de t appliqué à A, qui lui va être un opérateur borné symétrique sur Hn. Et ce Mn étoile de t, il est défini par le fait que pour tout opérateur borné
dans l'espace à un corps, et toute densité symétrique sur l'espace à n corps, eh bien, vous allez dire que la trace dans l'espace à n corps de mn étoiles de t appliquée à A contre Rn initial, c'est égal à la trace de A contre Rn de t, dont je prends la première marginale. D'accord? Alors, comment? Bah, qu'est-ce que la trace? Oui, bah, c'est comme l'intégrale. Si tu veux, la trace, là-dedans, c'est comme intégré par rapport à la mesure de Lebesgue. Hein, d'accord? C'est simplement intégré c'est prendre l'espérance, si tu veux. C'est moyenner. Bon, alors comment on construit ça? Donc, l'idée, c'est de faire la chose suivante. Vous fabriquez JK, qui est l'application linéaire, qui est un opérateur sur l'espace à un corps, associe l'opérateur où vous faites, enfin, l'opérateur dans l'espace à n corps que vous obtenez à partir de l'opérateur dans l'espace à un corps en faisant agir cet opérateur sur la variable numéro k. D'accord? En fait, ça veut dire que vous prenez le produit tensoriel par l'identité, sauf à la place numéro k, où vous mettez A, et puis ensuite vous complétez en prenant le produit tensoriel par l'identité. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est A agissant sur la kème variable, et puis vous fabriquez mn étoiles de 0 comme étant la moyenne des JK. Bon, donc ça, c'est une application linéaire qui va de L de H dans L de Hn, et puis maintenant, ça, c'est ce qui se passe à t égale à 0. On se dit que déjà à t égale à 0, c'est quand même vaguement analogue à prendre une moyenne de mesure de Dirac sur chacune des particules. Et puis maintenant, on le fait évoluer par la dynamique de la manière suivante. Pour calculer mn étoiles de t appliquées à A, qu'est-ce que je fais? Je prends mn étoiles de 0 appliquées à A, que je calcule par cette recette, c'est-à-dire que je fais agir A sur chacune des variables et je prends la moyenne, et je propage le tout par la dynamique à n corps. D'accord? Parce que maintenant, ce que j'ai ici, c'est un opérateur à n corps. Et puis on vérifie que cette définition-là, évidemment, elle vérifie la propriété remarquable qui est ici, qui est la copie de ce qui se passe dans la mécanique classique, d'accord? À savoir que la trace dans l'espace à n corps de mn étoile t appliquée à A fois Rn initial, eh bien, c'est la trace dans l'espace à une particule de A fois la marginale à un corps de votre densité prise à l'instant t. Et comment vous faites ça? C'est la même démonstration à l'espace à une particule. Le mn étoile de t, il est obtenu à partir de mn étoile de 0 par conjugaison. Donc j'utilise la propriété caractéristique de la trace, que trace de AB, c'est trace de BA. Je déménage le exponentiel de ITHN sur H bar de la gauche ici vers la droite. Et ça me donne une trace de mn étoile de 0 appliquée à A contre le propagé de Rn. Mais ça, c'est Rn de t. Et puis comme Rn de t est symétrique, en fait, et que là, j'ai une moyenne de A agissant sur toutes les variables, je peux faire agir A uniquement sur la première variable par symétrie. Et ça, c'est par définition la trace de A contre Rn1. D'accord? Vous prenez les noyaux intégraux, vous calculez, c'est ça que ça fait. Hein? Bon, très bien. Alors maintenant, on a un mn étoile de t. On se dit que c'est ça qui va remplacer les solutions de Klimantovitch. Mais les solutions de Klimantovitch, si vous voulez, elles vérifient une équation. Et donc, là-dedans, il faut trouver l'équation vérifiée par mn étoile de t. Et si possible, ce qui serait bien, c'est que l'équation qu'on trouve pour mn étoile de t, elle ressemble à Hartree. Alors, je vais vous écrire l'équation. Quand vous regardez l'énoncé du théorème A, il y a déjà une petite déception qui est que cette équation, elle a l'air un petit peu plus compliquée que Hartree. Mais enfin, on va l'écrire et puis on va voir ce qui se passe. Hein. Elle a l'air vraiment compliquée. Alors, bien, je vais supposer que mon potentiel V, c'est une fonction qui est dans Fourier L1. D'accord? Bon. Et puis, alors je ne suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire de faire ça, hein, mais ça va quand même pas mal simplifier la manœuvre. Donc je suppose que V est suffisamment régulière, donc elle est dans Fourier L1. Je suppose que V est pair, hein, toujours, et puis à valeur réelle, ça comme un honnête potentiel. Et ce que je dis, c'est que IH bar D sur dt de Mn étoile de t, calculé comme je viens de vous le dire,
Alors, c'est un premier opérateur que, faute de meilleure notation, j'ai noté A d'étoile de moins 1 sur 2m h bar carré laplacien agissant sur mn étoile de t. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Quand je prends A étoile de h agissant sur lambda, alors lambda, c'est une application linéaire qui vit dans un espace, enfin, qui est définie, une application linéaire analogue à cet objet-là. Et puis H, si vous voulez, c'est un opérateur éventuellement non borné sur l'espace à un corps. Et comment je calcule A d'étoile de H appliqué à lambda? Bon, ben ça, A d'étoile de H appliqué à lambda, ça doit être un objet qui est de même nature que Mn. Donc ça doit envoyer les opérateurs bornés à un corps sur des gens qui sont symétriques à n corps. Et comment je fais ça? Ben, je calcule tout bêtement moins lambda qui réalise ça, et je l'exprime sur le commutateur de h et de a, c'est-à-dire sur ha moins ah. D'accord? Bon, je calcule ça, et comme ça, cette règle-là, ça me donne un opérateur borné à n corps symétrique. Bon, ça, c'est, disons, la partie facile du business. Il y en a une qui est un petit peu moins facile, bien sûr, c'est le truc, c'est le terme d'interaction. Alors, le terme d'interaction, il est donné par moins C de V mn étoile de t, mn étoile de t, et C de V lambda 1, lambda 2 de A, avec lambda 1 et lambda 2 qui sont des opérateurs d'application linéaire exactement comme mn étoile de t. Donc, il faut que je définisse l'action de ce terme-là, qui doit être un opérateur qui envoie A, opérateur borné à un corps dans l'espace des opérateurs symétriques à n corps, bornés. Et pour les obtenir, ben, qu'est-ce que je fais? Je prends lambda 1, je le calcule sur l'opérateur qui est défini par la multiplication par exponentielle de moins i oméga x. Bon, c'est E indice oméga étoile avec la notation qui est ici. Je multiplie ça par lambda 2 de E oméga fois A. Et puis je soustrais la même chose, mais en renversant les ordres de la multiplication de oméga par A, et puis la multiplication de lambda 1 par lambda 2. Donc là, vous retrouvez ici quelque chose qui a vaguement une structure de commutateur, d'accord? Ça a vaguement une structure AB moins BA, mais vous voyez, il y a une commutation à la fois au niveau de l'espace à un corps, et puis dans l'espace cible, qui est lui-même, c'est eux-mêmes des opérateurs sur l'espace à n corps, et puis vous intégrez tout ça contre la transformée de Fourier de V. Bon, alors cette équation-là, elle fait un peu peur, et puis surtout on se dit c'est pas complètement clair qu'elle a quoi que ce soit à voir avec l'équation de Hartree. Mais ceci dit, quand même, si on persévère, il y a quand même cette remarque qui est que, en fait, l'équation de Hartree, elle est contenue dans cette équation pour mn étoile, et plus précisément, on a exactement le phénomène qu'on veut, c'est que finalement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les solutions de Klimantovitch, les mesures empiriques construites sur le n-uplet de gens qui satisfont aux équations de Newton, Klimantovitch, si vous voulez, ça satisfait, c'est des solutions de l'équation de Vlasov. Mais qu'est-ce que c'est qu'une solution de l'équation de Vlasov? Une solution de l'équation de Vlasov, c'est une fonction f de tx xi. Et une solution de l'équation de Vlasov, elle ne dépend pas d'un n-uplet de particules. Si vous voulez, c'est des solutions qui sont constantes par rapport à un n-uplet de particules. D'accord? Lorsque vous regardez une solution de Vlasov particulière, une densité continue solution de Vlasov, c'est quelqu'un qui est indépendant du n-uplet de particules. C'est quelque chose pour la particule typique, et c'est le même pour toutes les particules typiques, si j'ose dire. D'accord? Donc ici, l'analogue de cet objet-là, c'est de prendre un opérateur qui, lui, soit proportionnel à l'identité sur vos n particules, d'accord? Dans l'espace à n corps. D'accord? Alors, la remarque, c'est ça, c'est que si vous prenez un opérateur densité sur l'espace à un corps, vous fabriquez un objet qui est du type mn de t étoile appliqué à A, d'accord? Donc, vous le fabriquez par cette règle-là. Ce que vous prenez, c'est vous prenez R de t, R script de t appliqué à A, c'est la trace de R de t contre A. Si vous voulez, c'est la moyenne de A, c'est l'observable R de t agissant sur A. Et ça, c'est un nombre que vous multipliez par l'identité dans l'espace à n corps.
Alors ça, vous pouvez penser que c'est l'analogue d'une solution, c'est l'analogue quantique d'une solution de Klimantovitch chaotique, c'est-à-dire qui est indépendante de vos n particules. Et ben, le résultat des courses, c'est que R, c'est une solution de l'équation de Hartree écrite pour des opérateurs densité, qui est ce que j'ai écrit là, si et seulement si votre R script de T est solution de l'équation qui est écrite ici. D'accord ? Donc, en d'autres termes, hein, l'équation que je vous ai écrite pour cette mesure empirique quantique, elle n'est pas tout le temps, elle ne s'identifie pas tout le temps à l'équation de Hartree, mais quand même, elle est équivalente à l'équation de Hartree pour les solutions chaotiques qui sont celles qu'on veut, qui sont celles qui sont intéressantes, si vous voulez, pour la limite de champ moyen. Bon, et alors, peut-être je vais, dans un premier temps, sauter les démonstrations de ces points-là qui sont un petit peu indigestes. Et maintenant, je vais peut-être vous dire comment on utilise ça pour revenir à notre problème initial, qui est celui de la limite de champ moyen. D'accord ? Et puis, éventuellement, si vous le souhaitez, on peut revenir sur les démonstrations après. Mais enfin, bon, j'ai envie de dire qu'une fois qu'on admet ces résultats, bon, une fois qu'on y croit, après, c'est surtout de les utiliser qui est intéressant, je dirais. Bien, donc maintenant il s'agit d'établir la limite de champ moyen quantique et de faire voir que le taux de convergence, dans un certain sens, on va préciser, peut être rendu uniforme en H bar. Bien, alors, donc je rappelle le problème, hein, on va prendre une fonction, un potentiel V, qui est, alors pour l'instant, je le prends en continu borné, pair à valeur réelle. Je suppose que j'ai une densité initiale, une fonction d'onde initiale dans l'espace à un corps qui est normalisée. Je regarde d'un côté la solution de l'équation de Hartree, qui dépend de h bar, et qui est écrite ici. Vous avez le potentiel de champ moyen qui est obtenu en prenant le produit de convolution par rapport à x de V par rapport à la densité, c'est-à-dire à psi h bar carré, hein, qui est maintenant la fonction densité, si vous voulez, c'est la matrice densité localisée sur la diagonale. Et puis, avec ce psi, là, je fabrique la fonction d'onde à n corps que j'obtiens de manière factorisée, si vous voulez. Je prends le produit des psi h bar initiaux, dans chacune des variables x1, x2, xn. Si vous voulez, c'est le produit tensoriel des psi h bar initiales. Ça, c'est une fonction d'onde à n corps que je propage par le groupe engendré par l'équation de Schrödinger à n corps, et comme ça, j'obtiens une fonction d'onde à n corps. Alors cette fonction d'onde, évidemment, si V n'est pas nul en général, ou si V n'est pas d'une forme extrêmement particulière, eh bien, en général, le psi n h bar, ça ne va plus être factorisé comme ça, parce que votre potentiel, là, il vous a fabriqué des corrélations entre les particules, des interactions entre les particules, hein. Mais ces interactions, elles sont pondérées par 1 sur n, donc vous pouvez espérer quand même, quelque part, que vous n'allez pas tout corréler de manière irrémédiable et que vous êtes dans un scaling de champ moyen pour lequel vous allez effectivement avoir une description de la particule typique qui va être possible. Bien, et donc avec ça, vous avez ce résultat. Donc ça, c'est le résultat donc, que j'ai obtenu avec Thierry Paul en utilisant ce formalisme de mesure empirique. Alors là, on va supposer que le potentiel, on va demander que non seulement sa transformée de Fourier soit intégrale, mais il va falloir demander qu'elle soit un petit peu régulière, c'est-à-dire on va demander que V chapeau soit intégrable contre une certaine puissance de xi, qui est D plus 6, mais enfin ça, c'est probablement pas optimal. Hein, d'accord ? D, c'est la dimension de l'espace, et puis 6, ça vient à cause des aléas de la preuve, hein, des aléas de la démonstration. Là, c'est une hypothèse technique qui peut être améliorée après. Bon, à partir de là, ce que je dis, c'est qu'on peut comparer, d'une part, la transformée de Wigner de la solution de Hartree. Alors, la transformée de Wigner, je vous rappelle de quoi il s'agit. Si vous prenez une matrice densité, ce que vous faites, c'est que vous la regardez sur la diagonale, vous la délocalisez
transversalement à la diagonale sur une distance h bar, et vous prenez la transformée de Fourier par rapport à cette délocalisation. D'accord ? Et ça vous fait une fonction de x et de xi. Et cette fonction de x et de xi, ça vous fait penser à une fonction de distribution, comme en théorie cinétique, sauf que malheureusement, même si R est un opérateur positif, même si le spectre de R est positif, en général, WH bar de R n'est pas une fonction positive. Donc WH bar de R, ça n'a pas vraiment les sacrements pour être une mesure de probabilité ou une densité de probabilité. Néanmoins, c'est quand même utile d'y penser un petit peu comme ça. Bon, alors ce que vous faites, c'est que vous allez comparer cette densité de probabilité, j'en parle comme ça, bien que ce soit faux, avec celle que vous obtenez en prenant la marginale à un corps de l'équation de Schrödinger vivant dans l'espace à n corps. Vous regardez ça au même instant t, et le résultat des cours, c'est que ça, c'est contrôlé par une constante sur racine de n. Bon, alors les constantes, vous savez vraiment on sait vraiment ce que c'est, ces constantes. C'est des constantes qui dépendent de la dimension petit d pour celle-là, qui dépendent de la dimension petit d et de cette norme particulière de V. Et puis, vous avez une amplification exponentielle, même double exponentielle du temps, qui fait intervenir la norme à l'infini de la Hessienne de V. D'accord ? Bien. Voilà. Alors, peut-être quelques remarques sur la façon dont on compare ce théorème à l'existant. Alors, donc, premier, il y a une littérature très abondante sur la limite de champ moyen en mécanique quantique. Peut-être je vais regarder celles qui donnent des taux de convergence avec des constantes à peu près connues. Alors il y a un premier très joli papier de Rodniansky et Schlein qui est paru il y a un peu moins de 10 ans dans Communication in Math Physics, où ils font une estimation en norme trace entre la marginale à un corps de Schrödinger à n corps, donc l'équation de base, si vous voulez, l'équation problème ab initio, et la solution de Hartree. Vous regardez la différence en norme trace à l'instant t, et ce qu'il montre, c'est que c'est contrôlé par quelque chose qui croît exponentiellement en t, divisé par racine de n. Alors cette estimation-là, c'est une estimation qui vaut pour h bar égale 1. Évidemment, ce n'est pas uniforme en h bar. On peut s'attendre. Alors, je n'ai pas vérifié comment les constantes dépendent de h bar, parce que la façon dont cette démonstration est obtenue, ça fait intervenir un calcul dans l'espace de Fock. Donc, je ne suis pas tout à fait sûr. Bon, a priori, je dirais que probablement ce que vous avez, c'est une exponentielle de kt sur h bar, mais il se pourrait peut-être que le k dépende lui aussi de h bar. Donc, enfin, il y a au minimum une exponentielle de t sur h bar qui intervient. T sur h bar, comme h bar est petit, c'est quand même pas du tout uniforme quand h bar tend vers 0. D'accord ? Voilà. Alors, en revanche, la bonne nouvelle, c'est que ce truc-là fonctionne pour des potentiels qui, au sens des opérateurs, vérifient cette inégalité-là. D'accord ? C'est que V au carré soit contrôlé par une constante fois l'identité moins le Laplacien, ce qui inclut en particulier le potentiel coulombien en dimension 3. Et il demande que la condition initiale à un corps soit une fonction dans H1. D'accord ? Bon, et un autre résultat qui est dû, lui, à Pickel, qui est paru la même année. Et alors lui, c'est une démonstration qui est un petit peu différente, mais qui va quand même dans le même sens. Sauf que ce que vous obtenez ici, c'est une erreur en 1 sur n, mais si vous regardez ce que c'est cette quantité que vous bornez en 1 sur n, en fait, vous voyez, c'est une espèce d'angle entre cette densité à n corps, donc vous avez pris la marginale, et la densité construite sur Hartree. D'accord ? Donc là, il y a une quantité un petit peu subtile, mais qui en fait vous dit qu'en norme d'opérateur, la marginale d'ordre 1 de la solution à n corps moins la solution de Hartree, ça c'est contrôlé en 1 sur racine de n, et puis vous avez
vous avez un contrôle très précis, pour le coup, c'est un petit peu différent de là, qui fait intervenir la norme de V dans quelque chose qui est un tout petit peu mieux que L2 près de 0. Et il faut en revanche que votre potentiel, alors voilà, il faut que votre potentiel soit borné à l'infini. Et puis, on a quand même besoin de dire que votre potentiel, il faut quand même qu'il soit dans L2R. Alors, ça ne contient pas Coulomb, ça contient Coulomb localisé près de 0, d'accord, mais le Coulomb, comme c'est une fonction homogène, ça n'appartient à aucun espace de Lebesgue, d'accord. Bien. Donc ça, disons, ça contient la singularité coulombienne, mais la décroissance à l'infini ne serait pas suffisante pour appliquer ce théorème-là froidement sur le potentiel coulombien sans modification. Mais bon, je n'ai pas réfléchi à la question, mais il est possible que la modification à faire soit pas trop importante. Alors à nouveau, c'est un résultat qui vaut pour h bar égale 1, mais comme tout est explicite, vous pouvez jouer à mettre les h-bars dans l'équation, et là, vous allez voir quelque chose, vous allez voir que V doit être changé en 1 sur h bar V, et donc vous avez à nouveau quelque chose qui n'est pas du tout uniforme, parce que vous allez avoir un 1 sur h bar dans l'exponentielle, et comme h bar c'est 10 moins 34, quand vous prenez dans l'exponentielle, ça va pas très bien se passer, hein. Donc c'est un facteur très raide. Bon, alors il y a un résultat d'un esprit un petit peu différent que j'avais obtenu avec Clément Mouot et Thierry Paul il y a 2 ans. Alors là, l'idée, c'était de coller à la démonstration classique en fabriquant des distances de transport optimales sur des opérateurs, disons en prenant les distances de Wasserstein qui sont connues en transport optimal et en les portant, en essayant de fabriquer des objets analogues dans le monde quantique. Alors j'avais exposé quelque chose qui est assez voisin de ça il y a 1 an et demi ici même. Et l'idée, c'est que vous aviez cette... alors, c'est pas vraiment... voilà. Bon, ici, j'énonce tout en fonction des distances de Wasserstein quadratiques. Donc, vous avez la distance de Wasserstein quadratique entre la Wigner de la marginale à un corps de la solution à n corps et la distribution de Wigner de Hartree, mais comme c'est des gens qui ne sont pas positifs, il faut leur appliquer le flot de la chaleur au temps h bar sur 4 qui a la propriété miraculeuse de rendre ces gens-là positifs. Alors comme ça, c'est des distances sur des mesures de probabilité. Ce qu'on donne à cette distance, il faut absolument que ce soit des gens positifs. Bon, ces gens-là, ça porte le nom de transformé de Houssimi. Et lorsque h bar tend vers 0, ça a la même limite, hein, ça a le même comportement semi-classique que la transformée de Wigner, et puis en plus c'est positif. Alors en revanche, l'ombre au tableau, c'est que ces distributions de Houssimi, ça n'a pas des propriétés, ça ne résout pas des équations aussi sympathiques que celles de Wigner. Hein. Mais quoi qu'il en soit, quand vous regardez la distance de transport optimale au carré entre ces deux objets, entre la marginale du problème à n corps et la solution de Hartree, vous avez un taux que vous savez calculer explicitement, hein, qui fait intervenir, vous avez un premier morceau qui est d'ordre h bar, et puis un deuxième morceau qui est en 1 sur n. Alors faites attention, là il y a un carré, donc c'est bien une estimation d'erreur qui est en 1 sur racine de n, hein, à h bar tendant vers 0. Et alors en revanche, pour avoir ça, il faut prendre une donnée initiale, une donnée initiale bien préparée, qui doit être un opérateur de Toeplitz. Un opérateur de Toeplitz, c'est une superposition d'états cohérents de Schrödinger. Ce sont des gens qui ont la propriété de minimiser, d'optimiser, si vous voulez, l'inégalité d'incertitude. Et vous voyez qu'ici, vous avez une amplification exponentielle. L'amplification exponentielle qui intervient, elle fait intervenir la constante de Lipschitz, le gradient V. Donc, si vous voulez, c'est une stabilité par rapport à la condition initiale, une dépendance continue par rapport à la condition initiale, qui est tout à fait semblable à celle que vous avez en mécanique classique. Parce qu'en mécanique classique, si vous voulez, c'est Gromval, vous prenez les équations de la mécanique classique, vous appliquez le théorème de Gromval pour deux trajectoires voisines, ça va vous faire sortir la constante de Lipschitz de la force. Hein. Et puis, je voudrais citer aussi qu'il y avait des résultats uniformes en h bar antérieurs
qui était d'une part, qui étaient des résultats locaux en temps. En particulier, oui, il y avait ce résultat de Graffi, Martinez, Pulvianti, qui est un résultat local en temps pour une classe de données initiales assez particulière, de type WKB, dans lequel, si je me souviens bien, il n'y avait pas de... je crois qu'il n'y avait pas de taux de convergence explicite, mais disons ça fonctionnait pendant que les équations de l'hydrodynamique quantique, pendant les équations de Madlung construites sur je me mets à parler en genre neutre, ici c'est totalement politiquement correct. Donc les solutions qui étaient construites sur le gradient de la phase et sur la densité, ces équations hydrodynamiques de Madlung avaient des solutions régulières. D'accord ? Donc ça, c'est des résultats qui sont en temps fini, si vous voulez. Peut-être je ne vais pas vous infliger des détails sur la preuve qui sont de toute façon dans les slides qui resteront sur le site du collège. Et puis, je vais peut-être conclure ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Donc, vous voyez, ce que je vous ai présenté, c'est que d'une part, on peut, en utilisant cette propriété caractéristique des mesures empiriques vis-à-vis de la prise de marginal, on peut étendre le formalisme des solutions de Klimantovitch, alors ce que j'ai appelé le théorème de Klimantovitch, mais bon, ce que les physiciens appellent les solutions de Klimantovitch, au cadre quantique. Et puis, une fois que vous avez ça, vous pouvez l'utiliser alors par un moyen qui est à peu près analogue à ce qu'on fait sur l'équation de Vlasov, sauf que bon, c'est techniquement nettement plus pénible parce qu'il y a de l'analyse semi-classique à gérer, donc ça, c'est pas très simple. Hein. Mais enfin, bon, ça se fait. Et vous pouvez utiliser ça donc, pour avoir une estimation en grand taux de 1 sur racine de n pour le problème quantique, pour la limite de champ moyen quantique, qui est uniforme en h bar. Alors vous voyez que le 1 sur racine de n, hein, c'est quelque chose qui se compare à ça, mais qui est uniforme en h bar. Alors vous allez me dire, d'accord, c'est uniforme en h bar, mais j'ai une double exponentielle. Ouais, mais là, vous auriez une exponentielle de t sur h bar dans le meilleur des cas. Alors une exponentielle de t sur h bar ou une double exponentielle... Bon, voilà. En tout cas, le résultat que je vous ai raconté, lui, il est uniforme en h-bar, et il se compare du point de vue du taux de convergence à 1 sur racine de n. Alors maintenant, bien sûr, ce n'est pas la fin de l'histoire, il faudrait vraiment comprendre ce qui se passe pour des potentiels singuliers, et surtout pour Coulomb. Et d'ailleurs, à ce sujet, si vous regardez la formule un petit peu déplaisante, hein, à la vérité, que je vous ai montrée pour le terme d'interaction, dans l'équation pour la mesure empirique, cette formule un peu abominable, en fait, elle est construite, elle est obtenue en décomposant V de x1 moins x2, en fait, comme une superposition de produits tensoriels de mesures de modes de Fourier, l'un en x1 et l'autre en x2. Ce que je dis simplement, hein, c'est que V de x1 moins x2, c'est la transformée de Fourier inverse de la transformée de Fourier de V, intégré contre exponentielle de i oméga x1 fois exponentielle de moins i oméga x2. Mais ça, c'est une superposition de produits tensoriels. Et c'est ça qui se calcule bien dans l'opérateur d'interaction qui est là. Mais donc on pourrait se dire qu'après tout, on pourrait utiliser d'autres, une fois qu'on a calculé cet opérateur en Fourier, on peut peut-être utiliser d'autres décompositions de V que celles que fournit Fourier, mais qui font intervenir des produits tensoriels. Et bon, alors dans la littérature, il y a des choses qui existent de ce genre-là. Hein. Alors je crois que la première remarque, c'est un travail de Polya en 1949. Polya de Polya et Zegeux, et puis sinon, plus récemment, il y a un article de Pfefferman-Delayav qui utilise une décomposition du potentiel coulombien. Alors, vous voyez, le potentiel coulombien, en fait, vous pouvez l'écrire comme 1 sur pi, alors dans R3, 1 sur pi fois l'intégrale de 0 à l'infini de dr sur R5. Alors là, bon, évidemment, dr sur R5 est une grosse singularité à l'origine, mais qu'est-ce que vous intégrez par rapport à R? C'est le produit de convolution de l'indicatrice de la boule de centre 0 et de rayon R par elle-même. Alors évidemment, hein, quand vous exprimez ça sur x1 moins x2,
ben, vous voyez ce produit de convolution, vous pouvez l'exprimer comme une superposition de produits tensoriels, l'un agissant sur la variable x1 et l'autre agissant sur la variable x2. Alors peut-être que des décompositions de ce genre dans le terme d'interaction qui est là permettrait de mieux comprendre ce qui se passe pour des classes plus générales que les potentiels de transformés de Fourier intégrables que je vous ai racontés aujourd'hui. Voilà, merci de votre attention. Je vais m'arrêter là.